Bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle, l'espace dédié à la mécanique universelle, la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer par la raison, par la logique, que l'humanité, depuis qu'elle s'est séparée des primates naturels, évolue, progresse progressivement vers son ultime perfection, vers sa perfection totale, on pourrait dire. Voilà, une perfection technique, la paix universelle, le fait que l'homme ne soit plus un loup ni pour l'homme ni pour la nature, qu'il l'accession à un fonctionnement parfaitement écologique, etc. Tout ça, c'est à notre portée, on sait qu'on peut le faire. Maintenant, on ne le fait pas parce que notre évolution pour l'instant est inconsciente. On va vers cette perfection sans le savoir, de façon intuitive, on y travaille tous, mais on ne sait pas ce qu'on réalise en réalité. Et donc le but de cette théorie, c'est de dire que maintenant, on peut peut-être commencer à réaliser le but qu'on poursuit inconsciemment, c'est-à-dire atteindre notre perfection, la paix universelle, un fonctionnement universel. On a construit déjà toutes les structures de ce fonctionnement universel, hein, l'ONU, l'UNESCO, les banques mondiales, l'OIT, l'Organisation du travail mondial du travail, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, etc., l'OMC, l'OMS. Toutes ces structures pour fonctionner universellement sont là et c'est la première fois dans l'humanité que nous sommes aptes à commencer à travailler à travailler sur l'humanité. Voilà. Et donc cette perfection, ben, je vous laisse découvrir ce qu'elle est, soit sur les vidéos qui sont en place sur YouTube, là, sur cet espace, soit sur le site mécaniqueuniverselle.net pour comprendre de quelle perfection il s'agit. Voilà, en tout cas, j'ai découvert cet ouvrage. Alors, ma théorie, elle est en place depuis 2000, entre 2000 et 2003, elle a été créée, donc il y a déjà 20 ans, quoi, un peu plus. Et j'ai découvert cet ouvrage il y a quelques jours dans un vide-grenier et de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. René Jean Dupuy, c'était euh, un juriste et un philosophe en même temps qui s'intéressait au droit international, etc. Là, je suis sur le site de l'UNESCO qui lui rend un hommage, en fait. Voilà, une œuvre au service de l'humanité, introduction par Federico Mayor. C'est un texte qui est sur l'espace de l'UNESCO. Et, euh, et évidemment, une œuvre au service de l'humanité. La preuve, c'est que voilà, moi aussi, j'en profite, étant non universitaire, un béotien qui n'a même pas son certificat d'études. Et voilà, une œuvre, cet ouvrage, par exemple, éclaire complètement la théorie que j'ai mis en place. Voilà, elle, je peux m'appuyer là-dessus pour confirmer cette théorie. Voilà, donc le protocole, c'est que je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente ce que je lis si je sens que je peux le faire. Voilà. Donc on est à la 13e vidéo, donc il y a déjà 13 vidéos et en plus je suis encore à la page 41. Donc autant dire que si je veux commenter tout cet ouvrage, et pourtant chaque page est une bénédiction, c'est magnifique, très bien écrit, clair, précis. Alors je suis parfois en contradiction avec certaines choses, mais en tout cas, c'est une réflexion sur la montée
du concept d'humanité dans l'humanité, justement. Il n'a pas toujours été là. Il y a 10 000 ans, le concept d'humanité ne pouvait pas exister. Les hommes n'avaient pas conscience de l'ensemble humain, etc. Et puis même, il y a 5 siècles, il y a 3 siècles, c'était encore comme ça. Ça a commencé, elle était là, hein, la question de l'humanité, elle est là depuis longtemps dans les spiritualités qui ont une vision justement intégrante, qui ont une vision rassembleuse à l'origine. Après, bon, il s'est trouvé que à un certain moment, les choses se sont stationnées. Chaque religion est restée un petit peu dans son cadre et voulait s'affirmer aux dépens d'autrui, n'a pas trouvé les moyens de se fédérer par le sommet, c'est-à-dire par le divin, par le principe créateur qui est à l'origine de l'univers et de nous-mêmes d'ailleurs. Nous sommes constitués de cette poussière divine et nous sommes divins en somme. Hein. Voilà, et ça, j'en parle sur la mécanique, dans certaines vidéos précédentes. Si vous voyez les vidéos qui traitent de Dieu, voilà, j'essaie de démontrer que nous sommes, qu'il y a un divin, d'abord, qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur, dont on ignore la forme, tout, mais qu'il est à l'origine de cet univers et que nous sommes constitués de cela. Donc nous sommes divins aussi. Et que pour toucher ce divin, il faut être dans l'état d'extase. Et l'état d'extase, c'est le chemin vers lequel va l'humanité. La perfection vers laquelle nous allons, c'est l'extase facile. Pour l'instant, l'extase existe. Il y a des gens qui font des expériences. On peut le faire accidentellement, ça a été mon cas, mais sinon c'est compliqué d'accéder à l'extase à travers les expériences mystiques, comme le soufisme, comme les moines zen, à travers le yoga, la maîtrise de soi, etc. Ça demande une volonté vraiment très très importante, le désir d'anéantir son ego pour que cet état d'extase puisse apparaître. Et donc c'est compliqué parce que c'est normal que ça soit compliqué parce que nous construisons cet état de perfection et dans la période où nous devons construire cette perfection, en fait nous construisons l'humanité, nous sommes les constructeurs de cette humanité, nous avons besoin de notre ego, de nos pulsions, de nos tendances, même les tendances négatives, l'ambition, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., etc. Le désir de puissance, de domination, toutes ces pulsions négatives ajoutées aux pulsions positives, la fraternité, l'envie de travailler en collaboration, etc., etc., font que nous construisons cette humanité. Et donc nous avons encore besoin de cette nature ordinaire, de cette conscience ordinaire qui nous empêche d'être dans l'état d'extase. Quand nous sommes dans l'état de conscience ordinaire, comme là par exemple, je suis en train de parler de cet ouvrage, de commenter ma théorie, etc. Je suis extérieur au monde, je me sens étranger au principe créateur. Je me sens pas je sens rien de divin en moi. Je suis dans un état ordinaire et ça c'est 99,99% du temps et des êtres humains. On est dans cet état de conscience ordinaire. C'est l'état de conscience normal de l'humanité. Mais quand on est dans l'état d'extase, accidentellement, quand on parvient à cet état-là, notre état de conscience est tout à fait différent. On se sent en fusion, mais c'est un sentiment intime, intérieur, en fusion avec le principe créateur. Et on n'a plus du tout l'intention de construire. On est dans
dans un état de contemplation, d'immédiat. On est dans l'immédiat et on contemple, on se contente de jubiler de l'instant. C'est pourquoi ce n'est pas un état qui est facile, parce que sinon l'humanité s'arrêterait de construire. Si on pouvait atteindre cet état qui est sublime au niveau des sensations, qu'il n'y a rien d'équivalent. Et donc, si c'était facile pour l'être humain actuel, ben, on passerait dans l'état de contemplation. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien du tout. On est juste dans un état de jouissance absolue, de bonheur total. C'était le souverain bien dont parlaient les Grecs. Voilà, beaucoup de philosophes ont fait cette expérience et les grands mystiques ont fait cette expérience et la font encore à certains endroits. Et voilà, mais c'est valable que pour un petit nombre d'individus. Le plus grand nombre des êtres humains qui constituent l'humanité nous sommes là pour travailler à l'évolution de cette humanité. Voilà. Et ce petit travail-là, humblement et maladroitement fait, que je vais vous proposer, eh ben, fait partie de ce travail au même titre que le forgeron, que je sais pas moi, le maçon, les boueurs ou le Premier ministre ou le chef d'État. On participe tous à la construction de l'humanité et de façon égale, pas supérieure. Il n'y a personne de supérieur. On travaille dans l'absolu, c'est ça. On a mis des hiérarchies, on se croit supérieur, etc., etc. Il y a tout ce mécanisme, mais c'est la carotte pour faire avancer les êtres humains, c'est tout. C'est juste, ça n'a aucun sens. Le travail d'un chef d'État, de notre chef d'État, n'a pas plus d'importance pour l'évolution de l'humanité que le travail de l'éboueur ou du caissier ou de la femme de ménage qui vient faire la poussière sur son bureau. C'est exactement équivalent. Voilà. Mais pour construire, il faut qu'on croie que il y a des choses qui sont supérieures à d'autres, etc. Quand on hiérarchise les choses, c'est la ruse de la raison, en fait. C'est la carotte qui fait avancer l'humanité avec plus d'énergie, on va dire. Voilà, donc je continue à lire et je commente. Alors, encore une fois, je suis allé loin dans les débuts d'explication et ensuite ça fait des vidéos très longues. Je suis désolé pour vous, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que il faut que je pose le cadre parce que les gens viennent sur ces vidéos de façon accidentelle en fait. Donc ils peuvent tomber sur la numéro 15, la 12, la 13 à propos de cet ouvrage de René Jean Dupuy par exemple. Et donc il faut que je repose le cadre à chaque fois. Alors c'est rébarbatif pour ceux qui suivent les vidéos les unes après les autres. Évidemment, je suis désolé pour cela. Voilà. Et pour les autres, ceux qui découvrent, si vous pensez que ces points de vue sont dignes d'intérêt, méritent d'être visibilisés, eh ben, je vous engage à mettre des pouces donc, pour soutenir et de vous abonner à la chaîne et puis de diffuser ces vidéos si vous le voulez. Voilà, je continue ma lecture. Alors, dans un mouvement d'une logique analogue, Hegel érigeait à la fin de l'histoire l'état universel qu'il annonçait au-dessus des hommes et des groupes. N'était-il pas l'humanité prenant en son sein conscience d'elle-même? Alors ça, je l'ai déjà lu d'ailleurs, donc on va peut-être dépasser tout ça. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en étais ?
Donc oui, ça je l'ai lu aussi, positivisme, l'immanence de l'humanité, etc. Bon, je pense que je suis à ce niveau-là. L'immanence. Alors, dans les anticipations et les songes de Fourier, cette assomption des hommes dans l'humanité occupe le point central d'où rayonne sa ferveur. L'assomption, je crois que c'est la montée des hommes dans l'humanité, dans la conscience de l'humanité. Donc, je pense que c'est à ça que pensait, songeait Fourier. Il voit ses talents sur un plan latéral, une association universelle assemblant non des États mais des phalanstères, groupements économiques restreints. Et alors, voilà, c'était le côté positif du patronat au XIXe siècle qui voulait organiser des sortes de villages, d'immeubles qui, pour l'ensemble des ouvriers, où ils auraient accès à la culture, à l'éducation, aux soins, etc. Donc, il y avait ces utopistes, ces grands utopistes de la fin du XIXe siècle, la période où est apparu Marx, où sont apparues la Commune, donc le désir d'égalité entre hommes et femmes, enfin tout ce que la Commune a essayé de mettre en place pendant quelques mois avant d'être assassinée, hein, ou déportée plus tard dans leur... Voilà. Donc ces utopies ont essayé d'être réalisées parce qu'elles étaient à l'œuvre à ce moment-là, à la suite justement des penseurs comme Hegel, etc. Et donc on arrive au marxisme, à Marx qui imagine un monde où il n'y a plus d'oppression des patronats, etc. Donc toutes les grandes utopies, les grandes idéologies sont nées à ce moment-là. Et la défense des pauvres, ou appris par même les écrivains comme Victor Hugo, etc., qui critiquaient l'égoïsme, l'abus, etc. Donc il y a eu une grande révolution dans cette fin du XIXe siècle qui a donné naissance à notre XXe siècle, qui au niveau social était vraiment en avance. Il s'est trouvé que on ne savait pas comment dominer les dominants et l'agressivité des dominants qui a conduit en fait aux deux grandes guerres du XXe siècle qui ont arrêté dans la conscience humaine pendant un temps l'idée d'évolution vers quelque chose vers une sorte de perfection dont avaient conscience les penseurs de la fin du XIXe siècle. La Auschwitz, en fait, a arrêté on est arrivé dans une telle horreur à cause de la façon dont se sont conduits les dominants, hein, en somme, hein, parce qu'ils ont laissé, par appât du gain, ils ont laissé monter des dictateurs, etc. Il y a eu les responsabilités, elles étaient un petit peu énormes, hein, et les responsabilités des dominants dans le charnier de 14-18, c'est énorme. Et tout ça parce qu'on ne sait pas maîtriser, et on ne le sait pas encore, on ne sait pas encore maîtriser le côté antidémocratique des dominants. Et actuellement, c'est la même chose. Voilà. Tant qu'on n'aura pas compris comment empêcher l'ascension des dominants qui n'ont pas une vision ni universelle ni démocratique, eh bien, on aura des dominants qui seront partisans, qui seront claniques, qui fonctionneront en clan et qui voudront piller plutôt que partager les choses. Voilà. Mais
on sortira de cet état-là, évidemment. C'est encore, on a déjà bien progressé dans la maîtrise de tout cela et l'humanité continuera encore à progresser. Donc, l'ésotérisme de Fourier lui fait imaginer que la mise en œuvre de la solidarité met Dieu dans l'humanité et l'humanité en Dieu. Les hommes et lui sont en communion. Et il a raison. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle, où voilà. Et bien sûr que c'est comme ça. Et le fait qu'il y ait la présence du mal au sein de l'humanité, ce qu'on appelle le mal, n'enlève pas cette idée-là, en fait. Le mal est un des accessoires pour faire évoluer le bien. Il n'est pas la finalité. L'humanité ne pourrait pas choisir le mal comme finalité, comme but à atteindre, en fait. Donc c'est bien qu'un instrument au service du bien. Donc, les hommes et lui sont en communion. L'humanité ne se sépare ni des hommes, ni de Dieu. Ça, c'est par rapport à ceux qui voulaient simplement écarter Dieu pour que le progrès. Par exemple, Marx, voilà. Et ça a été l'échec. En fait, en séparant l'homme de Dieu, ça a été un problème parce que l'homme intuitivement a conscience qu'il y a quelque chose qu'il y a un principe créateur à l'origine de ça. C'est juste du bon sens populaire, même d'ailleurs, je pourrais dire. Donc, enlever Dieu ou en disant que c'est l'opium du peuple, alors que la religion soit par certains côtés un opium du peuple, qu'elle est servie de ça, mais tout à fait, mais le marché actuel, c'est l'opium du peuple, faut pas se leurrer. Et les dominants laïcs utilisent l'opium du peuple à travers leur propre laïcité. Donc ça, c'est pas le divin qui est responsable, c'est les êtres humains qui utilisent le divin pour servir d'opium et pour endormir le peuple, par exemple. Mais globalement, ça n'est pas le cas. Alors, par l'éducation, l'idée d'humanité travaille au cœur des êtres pour les conduire à la solidarité qui met Dieu au milieu d'eux. Encore que nourri d'une culture chrétienne qui ressurgit, parfois à son insu, Proudhon se croit affranchi de Dieu et s'y réfère d'autant moins qu'à ses yeux les croyants ne le conçoivent que transcendant, subordinateur. Alors, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils étaient devant une église qui était encore toute puissante, qui pouvait mettre des bâtons dans les roues des humanistes, qui se comportaient pas bien. Et effectivement, c'était légitime à ce moment-là de se bagarrer contre. Mais maintenant, on peut comprendre que d'abord qu'on peut inclure chaque religion dans une sorte de bain spirituel, dans une sorte de... Et il faudra aller vers ça de toute manière. Et donc ça veut dire le respect d'autrui, pour commencer. Au lieu de dire non, moi, ma religion est supérieure à la tienne, commencer par dire voilà tout ce qui nous rapproche, tout ce que nous avons en commun, et essayons de continuer à rapprocher nos communs plutôt que nos divergences. Voilà. Encore que nourri d'une culture donc chrétienne, etc., c'est bien parce que l'État se fait son imitateur, parle par commandement et inflige des châtiments que Proudhon entend le désagréger et le réduire à une condition subalterne. L'État, et effectivement, à un certain moment, on arrivera aussi à ce que l'État soit perdu du pouvoir, mais ça voudra dire que le marché n'aura pas le pouvoir à la place de l'État. L'oligarchie n'aura pas le pouvoir à la place de l'État. Ça veut dire que l'homme, l'individu, sera son propre maître, bien sûr, mais au sein des autres, parce qu'il aura acquis le respect absolu d'autrui.
si tous les hommes avaient un respect absolu de chaque être humain, et l'idée d'entraide, eh ben, il serait son propre maître, il n'aurait plus besoin d'État. L'État est là parce que nous n'avons pas encore atteint euh, la, euh, l'état de responsabilité humaine, de bienveillance, etc., d'empathie. Tout ce niveau-là n'a pas encore atteint le degré qui permettrait de se passer de l'État. Mais un jour, on se passera de l'État. L'État n'a pas besoin d'être là quand l'humain aura atteint sa perfection. C'est ce que, bien sûr que c'est, tant qu'il n'a pas atteint sa perfection, l'État est nécessaire. Voilà. En faire un sous-officier à la disposition des groupes économiques, des productions et de consommation insérés dans les trames de réseaux contractuels multiples. Autogérées, les entités de base, syndicats, entreprises, communes, sociétés mutualistes, provinces, pourront conclure des accords avec des partenaires situés au-delà de la frontière, en court-circuitant l'État. Alors voilà, chacun a mené ses idées et ça a fait un foisonnement d'idées, mais extraordinaire, dont nous bénéficions aujourd'hui. Alors c'est parce que là, on, on est dans un monde qui nous abétit, qui nous empêche de réfléchir réellement. C'est le système du marché, il ne veut pas de réflexion. Pour consommer, il faut pas qu'on réfléchisse. C'est au contraire, il faut qu'il déborde notre conscience pour aller toucher nos instincts. Et c'est ce que fait le marché. Quand on va dans un supermarché, voilà, la musique qui est là, elle est prévue pour qu'on ne réfléchisse pas. L'itinéraire qu'on doit passer est là pour qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin, pour violer notre conscience en réalité. Et c'est un grand... Voilà, chaque fois qu'on allume la télévision, on sait que l'agitation qu'ils mettent dans notre esprit est là vraiment pour nous faire consommer, pour nous mettre en stress et après nous fournir les produits pour déstresser, soit en surbouffant, soit en buvant, soit avec, voilà, en partant dans la toxicomanie, mais tout ce qui va pouvoir nous apaiser, quoi. Voilà, derrière le stress que le système a engendré, la peur qu'il a engendré, tout ça, c'est un moyen de violer notre esprit, de violer notre conscience, en fait. On est abusé dans ce système-là. Donc en court-circuitant l'État. Ainsi, l'humanité, libérée des entraves frontalières et d'un nationalisme qui, toujours s'efforce de les reconstituer, trouvera son assise non sur un pouvoir central, mais sur l'agencement constamment réanimé de cellules vivantes. Alors peut-être que ça sera, quand on aura atteint justement ce fonctionnement universel, dépasser les nationalismes, peut-être que les régionalismes seront plus, dans la mesure où ils deviendraient folkloriques, on pourrait, voilà, c'est-à-dire respectueux des autres, respectueux d'autrui, en fait, c'est ça. L'appartenance, ne pas faire de son appartenance l'objet d'un différent. Voilà. C'était une phrase que j'avais écrite il y a longtemps. Plutôt, ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent. Et en fait, voilà, cette différence, c'est nos appartenances. Notre différence, nos appartenances, ne pas en faire un objet différent, au contraire, un objet d'inclusion. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les folklores. Quand les folklores se rencontrent, chacun se respecte, même s'il y a une petite compétition, quel est le meilleur folklore qui va être élu. Mais au fond, c'est très respectueux. Et c'est sur ça que devrait s'appuyer la compétition mondiale. La mondialisation, si elle s'était appuyée sur
sur une compétition ludique, respectueuse, la mondialisation aurait effectivement été heureuse, comme en parlait Alain Menck et certains autres qui étaient les chantres de cette mondialisation. Ils étaient peut-être convaincus que ça allait devenir, que ça allait être vraiment, qu'elle allait être heureuse. Mais elle aurait pu être heureuse si on avait maîtrisé, si elle avait été maîtrisée, si elle avait été dominée. Mais en fait, laisser la liberté au marché, c'est autant lui donner le bâton pour battre, pour maltraiter ceux qu'elle emploie et les consommateurs, hein. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Sur la plaine de l'immanence, les hommes s'organisent en contacts divers. Mais ce règlement localisé et spécialisé n'affecte-t-il pas leur sens de l'universel? Point d'interrogation. Où trouver la référence commune? Immanence et transcendance s'excluent-elles l'une l'autre? L'humanité n'exprime-t-elle pas l'une et l'autre? Bien sûr que c'est ça, exactement. Bien sûr que c'est... Il faut travailler... Il faut plus... L'intérêt en philosophie, c'est plus de mettre les choses en contradiction, tel mouvement contre tel autre, etc. En fait, ils sont chacun une des parties de la solution. Et chacun détient une partie de la vérité, en fait. Voilà. Le monde, il est autant immanent, il a une partie immanente et une partie transcendante. Voilà. Et si on creuse dans l'immanent, c'est-à-dire dans la matière, si on creuse jusqu'au bout, on arrive à l'immanence. Voilà. L'atome, si on le décortique pour comprendre de quoi il est fait, il n'y a plus de matière. Il devient immatériel. Donc, il devient transcendant, en fait. Voilà. Donc, de l'immanence, de l'illusion de sa densité, de sa masse, au final, on devient autre chose. Voilà. Alors, on lira ça là, dans les prochaines vidéos. Présence du rêve, les nations livrées au mythe. Voilà, c'est une pure merveille cet ouvrage. Et je suis très heureux de l'avoir rencontré. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.